Alors bonjour et bienvenue sur le plateau d'LVATV.ca. Nous sommes en compagnie de Simon Bégin, président de l'Institut Jean Garon. Bonjour Yannick. Simon Bégin, on va parler du lait aujourd'hui, c'est sûr. Il y a eu des changements au 1er octobre dernier avec l'entente Canada-Europe, des changements qui se dessinent. Plusieurs sont déjà intervenus, dont Sylvain Charlebois lundi sur notre site, Clément Doyer aussi. Vous, Simon Bégin, pensez-vous qu'on est vers la fin de la gestion de l'œuf avec ce qui se passe en ce moment? Bien, certainement, je pense que c'est une autre étape d'une longue agonie qui n'est pas débutée le 1er octobre. Yannick, vous savez, on a publié, on a co-signé tous les deux avec Yann Surmine un livre en 2016 qui s'intitulait Crise agricole au Québec et qui posait déjà les paramètres de ce qu'on vit présentement, une longue agonie de la gestion de l'offre. Et tout ça se fait, dans le fond, avec beaucoup d'hypocrisie. Quand on voit des grandes institutions comme AgroPure jurer qu'elle va défendre la gestion de l'offre, mais en même temps importer des quantités extraordinaires de lait diafiltré. Est-ce qu'ils avaient arrêté, est-ce qu'ils avaient arrêté en cours de route? Quand même? Oui, mais qui a repris de plus belle, qui vient miner un des fondements de la gestion de l'offre. Alors, je pense là-dedans, il y a un discours assez hypocrite. Puis quand vous dites hypocrisie, est-ce que c'est hypocrisie aussi des politiciens, des organisations syndicales? Bien, écoutez, on ne le sait pas. Moi, j'écoute quand j'entends les gens de l'UPA puis de la Fédération des producteurs de lait déchirer leur chemise face à tout ce qui se passe. Je leur donne le bénéfice du doute, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils savaient? Qu'est-ce qui a été négocié derrière les portes closes? On a pu remarquer que certaines réactions ont été assez timides. On a entendu aussi des discours des dirigeants de l'UPA sur le plan B quand viendrait la fin de la gestion de l'offre. Alors, est-ce que tout ça était déjà décidé de longue date et enrobé dans un beau discours? On peut en douter. Et quand on parle du lait diafiltré, en fait, on s'est posé la question tout de suite le 2 octobre, à savoir, est-ce que le lait diafiltré s'est inclus dans la brèche de 3,59 %, etc. On a eu une réponse de PLC, M. Lampron nous a répondu en disant non, le lait diafiltré, c'est pas dans le 3,59 %, c'est une autre histoire, en fait. Alors, écoutez, c'est un clou de plus dans le cercueil, un clou énorme. Si je comprends bien, l'abandon de la fameuse classe 7 du Canada qui permettait aux producteurs laitiers canadiens de concurrencer le lait diafiltré américain, mais en renonçant, en acceptant que leur lait soit vendu à au prix américain, c'était déjà quelque chose de très grave. Mais là, au moins, c'était du lait canadien. Là, je comprends. Là, ce qu'on en comprend actuellement, c'est que le lait, qu'il soit canadien ou américain, va être vendu au prix américain. C'est ça, exactement. Alors, mais peut-être que les transformateurs canadiens, du coup, vont avoir un intérêt pour se dire on va acheter du lait canadien tant qu'à le payer le même prix. Oui, mais ça pose encore la question de la survie de nombre important de fermes qui ne pourront pas se maintenir si le prix canadien est abaissé au niveau du prix américain, qui est un prix de dumping à tous les principes. Non, écoutez, moi, dans tout ça, ce que j'aimerais dire, c'est peut-être que cette crise majeure que vit le monde laitier canadien, serait l'occasion de se doter d'une véritable politique au Québec de revitalisation des milieux ruraux. On le sait, les campagnes québécoises vivent depuis longtemps, indépendamment de la crise laitière, vivent une grande dévitalisation. Il y a quelque chose comme 800 villages au Québec qui ont moins de 2000 habitants. Ils ont identifié à peu près 500 villages qui sont en péril de disparaître. Alors, imaginons qu'avec ce qui se passe présentement, qu'on passe de 6 000 fermes laitières actuellement au Québec à quelque chose comme 3 000 ou 4 000. Bien, c'est un coût énorme dans ce processus de dévitalisation des milieux ruraux. Alors moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement, les Québécois viennent d'élire un gouvernement, dans le fond, un gouvernement des régions. C'est le gouvernement de la CAQ, un ou deux députés à Montréal, et essentiellement, les régions ont élu ce gouvernement-là. Alors, ce gouvernement-là devrait s'asseoir, regarder la situation et élaborer une politique de revitalisation des milieux ruraux. Vous voyez, en fait, l'arrivée de la CAQ, qui est évidemment un gouvernement très régional, vous voyez ça comme un espoir, en fait, pour qu'enfin l'agriculture reprenne... Je pense qu'il faut l'interpeller, il faut que les régions interpellent ce gouvernement-là. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en termes agricoles, la revitalisation du milieu rural? Bien, il suffit de relire le rapport Pronovo. Il y a des propositions dans le rapport Pronovo d'il y a 10 ans qui étaient très concrètes et qui iraient dans ce sens-là. Un exemple, la loi de protection du territoire devrait permettre dans les milieux déstructurés ou en dévitalisés de morceler les terres pour permettre l'établissement de jeunes, de faciliter l'établissement des jeunes qui n'ont pas besoin de 100 hectares. Quelques hectares, la preuve est faite, ça peut suffire à créer une entreprise prospère en termes de biologique. Aussi, modifier la loi de mise en marché des produits agricoles pour qu'on puisse enfin au Québec élever jusqu'à 200 poulets. Ça, c'est la bataille de l'Union paysanne qui s'en va à la Régie des marchés dans quelques jours. C'est le gouvernement qui est appelé, qui doit modifier les lois
pour favoriser une nouvelle vitalité des milieux ruraux. Un autre exemple, la stabilisation des revenus agricoles. On vit depuis des décennies le scandale de la stabilisation des grands intégrateurs qui peuvent empocher des dizaines de millions de dollars dans le port. Ça, c'est les 6-7 familles du monde oui, agricole, alors, notamment, qui récupèrent l'argent parce qu'ils... Et en même temps, le petit producteur qui a juste 200 porcs n'est pas stabilisé. Il faut renverser ça. Il faut corriger ça pour permettre à une petite agriculture de prospérer dans le milieu. Puis vous pensez que la CAQ est un gouvernement qui va mettre l'agriculture de l'avant et qui va reprendre tout ça. On sort d'un sommet de l'alimentation où les libéraux avaient promis en fait une restructuration. Ils vont repartir à zéro et recommencer la négociation ou ils vont agir sans consultation? Ils ont l'occasion de le faire. J'ai entendu les gens de la CAQ dire qu'on va respecter intégralement la nouvelle politique bioalimentaire, dans le fond, qui est une grande déception, qui n'adressait rien de vital. Nous, comme l'Institut, on a fait un débat pendant la campagne électorale et on posait une question. Auront-ils le courage, le prochain gouvernement aura-t-il le courage de faire les changements qui s'imposent? La crise dans le lait rend ça encore plus important. Il y a plusieurs lois agricoles qui doivent être modifiées pour favoriser une agriculture différente, favoriser différents modèles agricoles et pas juste la grande ferme géante vers laquelle on semble se destiner dans le lait. Elle existe déjà dans les cultures, les grandes cultures, les céréales. Maintenant, est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut au Québec? Je pense que si on va juste vers ce modèle-là de grande ferme, il va y avoir un processus de dévitalisation qui va continuer à s'accélérer dans les régions. Alors Simon Bégin, merci. Nous allons savoir jeudi cette semaine, 18 octobre, c'est-à-dire demain, qui est le nouveau ministre de l'Agriculture. Donc on espère que votre message se rendra jusqu'au matin. On ne se gênera pas pour les interpeller. Merci. Merci.